bof sur 20. Bon, non, pas tout Et à voilà, fait. de retour dans le JDH pour la dernière partie de l'émission. Je sais pas si Yamato est chaud pour le jingle test, mais à mon avis, on peut balancer le jingle test. Et voilà les tests de la semaine qui vont nous ramener des choses plus terre à terre, hein, quand même. Hein. Des bonnes vieilles souris à 130€, Allez, voilà. des cartes graphiques trop chères. 89. Du coup, Krakou, qu'as-tu de beau en stock dans ta besace? Alors moi j'ai un bracelet connecté que voilà. Ah, Et ouais. j'ai une souris. Par quoi vous voulez commencer? Ah bah peut-être par la souris. Peut-être Allez, par par le la plus souris. conventionnel. Eh ben, la on souris, se je garde vous le meilleur pour la l'avais fin. plus ou moins présentée il y a une quinzaine de jours quand j'étais passé dans le JDH. Il s'agit de la SteelSeries Rival 500. D'accord. Donc, qui est la petite sœur en fait de la Rival 700 que je vous avais présenté également la semaine dernière en test et que je ne vous avais pas conseillé parce que ma foi ses fonctionnalités me paraissaient un petit peu trop superflues par rapport à son prix. Ici SteelSeries est revenu sur un modèle un petit peu plus classique dont la particularité sera d'embarquer de nombreux boutons, 15 en tout. Ce qui fait que SteelSeries dans sa communication la dédie principalement aux joueurs de MOBA ou de MMO. Okay. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Vous allez voir pourquoi. Ah bon? Alors, donc globalement, on est sur des fonctionnalités extrêmement classiques pour une souris gaming. Donc, on a un capteur optique, ça doit être le PMW 3360 qu'on retrouve maintenant sur une grande quantité de modèles de souris. 16 000 dpi, normal. Vous avez une molette actionnable sur 3 axes classique. En rotation, en pression et en basculement de droite à gauche. Et vous avez donc toute une flopée de boutons sur la partie gauche au niveau du pouce. Vous en avez aussi 3 en périphérie des clics droite et gauche. Il y en a vraiment beaucoup, ouais. Voilà, donc globalement, que dire là-dessus? Eh ben, mettre beaucoup de boutons sur une souris, c'est bien, mais encore faut-il qu'ils soient accessibles de manière simple et ergonomique. Là, ici, le problème, c'est que c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'on a 15 boutons, mais au final, on n'en a pas tant que ça qui sont fonctionnels. L'exemple typique, c'est que ici, quand je prends ma souris, donc normalement, je n'arrive pas à accéder aux 2 boutons qui sont les plus éloignés au niveau du pouce sur le côté. Également, vous avez 2 boutons ici qui sont situés au niveau de l'assise. Merci, je veux bien. Voilà, qui sont situés au niveau de l'assise et qui sont très sensibles. Ce qui fait que quand vous manipulez la souris, que vous crispez un peu dessus, ou que vous appuyez sur le bouton central qui se trouve ici, vous avez très vite fait en fait de les actionner par erreur. Donc, ce qu'on aura... Alors, SteelSeries a pensé à la chose et a installé ici un petit loquet qui va permettre en fait de venir bloquer ou de débloquer ces 2 boutons. Mais le fait est que, en plus des 2 qui étaient difficilement accessibles au niveau du pouce, vous en perdez encore un supplémentaire. Également, vous avez les boutons en périphérie des clics droite et gauche qui sont assez durs à actionner et qui par ailleurs auraient mérité un petit peu plus de relief pour être accessible un petit peu plus facilement. Là, vous avez une souris qui est quand même assez large. Du coup, ça va nécessiter un écart de doigts pour les atteindre qui est pas toujours pratique. Voilà. Globalement, la prise en main est bonne. Au quotidien, c'est vraiment nickel. Vous avez un bon ressenti au niveau des clics droite et gauche. Le problème, c'est que voilà, vous avez en gros 1, 2, 3, 4, 5, avec le basculement 6, 7. Allez, on va en rajouter un sur les côtés si on désaxe un peu sa prise en main. En gros, vous avez 8 boutons qui sont vraiment accessibles de manière pratique sur les 13 annoncés. Enfin, 13, 15 avec les clics droite et gauche. Il aurait peut-être juste fallu en mettre un peu moins. Du coup, effectivement, il aurait fallu peut-être en mettre un petit peu moins. Donc, globalement, pour les gens qui achèteraient la souris pour une utilisation MMO, ils vont être déçus. Ils vont être déçus par rapport à des Razer Naga qui font beaucoup mieux, par rapport à la Rockatnitz aussi qui fait mieux. Je trouve ces 2 modèles là que je viens de citer beaucoup plus ergonomiques, beaucoup plus pratiques. Non seulement tous les boutons sont pas fonctionnels, mais en plus ils sont répartis un petit peu partout autour de la souris et quand on a besoin de rattacher des fonctions... On peut s'y perdre. On peut s'y perdre voilà, c'est facile de s'y perdre. Après, pour des joueurs, on va dire, qui touchent à des jeux de manière un petit peu plus polyvalente, qui font du FPS, qui font de la stratégie, qui
qui font du MOBA également, pourquoi pas. Là, la souris fera tout à fait le taf. On notera aussi qu'elle a un système, un moteur vibratoire qui se trouve sous la coque et qui permettra de fixer des timers à certains pouvoirs. Ça aussi, ça peut être pratique, notamment dans le cas de l'utilisation d'un MOBA. Ouais, Par ça, contre, c'est cool. Par contre, à la base, c'est un système qui est prévu pour fonctionner sur le principe d'alerte. C'est-à-dire qu'en principe, avec le logiciel SteelSeries qui est fourni avec, tu peux programmer le retour vibratoire pour qu'il s'actionne, par exemple, quand tu arrives à 20% de points de vie, quand tu arrives en low mana ou quand tu n'as plus de munitions. Le problème, c'est que ce système, pour fonctionner pleinement, il ne tourne que sur 3 jeux qui sont Minecraft, CSGO et Dota 2. Les mêmes 3 jeux que la CS 700 Exactement, avec les son mêmes écran. 3 jeux que la Rival 700. Et c'est un peu dommage. C'est une fonctionnalité qui est vraiment très intéressante, mais malheureusement qui n'est pas suffisamment exploitée pour déclencher une vente. Enfin, c'est pas un argument d'achat suffisant pour être intéressant. Pour terminer, tu nous parlais de prix. Le prix, c'est 89 €. Là encore, bon. C'est cher pour une souris MMO qui fera pas forcément le taf. Ça m'a pas l'air si cher vu tous les boutons qu'elle a en fait. Voilà, ouais, et la vibration, le problème, c'est qu'ils sont pas tous fonctionnels. Après, si vous ne pratiquez pas particulièrement le MMO, 89 € c'est un peu cher, mais ça reste. Yamato avait anticipé. Ça reste très correct pour une souris de ce calibre. Vous avez un retour vibratoire qui pourra fonctionner sur quelques jeux que vous pourrez utiliser en timer sur des cooldowns. La molette aussi est très agréable. Voilà, c'est en fait ce que je reproche principalement à cette souris pour résumer, c'est son positionnement MMO. Si le Series avait décidé de passer de pas communiquer là-dessus, communiquer là-dessus tout simplement, et de dire voilà, c'est une souris polyvalente, effectivement elle aurait très bien fait le taf et elle aurait eu une notation tout à fait correcte. Là, c'est vrai que j'ai des impressions qui sont plutôt en demi-teinte par rapport à l'expérience qu'elle offre en MMO. Ok, on rappelle son nom ? C'est la Rival 500 de chez SteelSeries, qui est disponible correct, mais pas autour de 89 €, qui est correct dans l'ensemble, mais qui n'est pas forcément adapté au MMO comme elle le prétend. Ok, on enchaîne avec ton petit bracelet magique. Voilà, alors ce petit bracelet magique. Est-ce qu'on peut le revoir Est-ce qu'on peut revoir Krakou, s'il vous plaît, en régie ? Voilà. Ce petit bracelet magique. Donc c'est le Gear Fit 2 de chez Samsung. Alors pour vous repositionner un petit peu ça dans la gamme Samsung, parce que Samsung appelle un peu tous ces objets Gear quelque chose. Ouais. Donc Gear en fait c'est comme son nom l'indique, c'est la gamme des objets portables, enfin des objets qu'on peut porter sur soi. Ouais. Vous avez donc le Gear VR qui est le casque, vous avez la Gear S2 qui est la montre que j'avais testée il y a pas mal de temps, et vous avez le Gear Fit comme son nom l'indique, qui est plutôt destiné à des sportifs. Pourquoi des sportifs ? Comme moi, tout à fait. Pourquoi des sportifs ? Parce qu'elle va embarquer tout un tas de capteurs qui vont lui permettre de suivre votre activité. Notamment, vous aurez donc un accéléromètre, un GPS, un baromètre, un gyromètre et, le plus important sans doute, un cardio-fréquence-mètre. D'accord. Comme tous les produits de ce type, non ? Voilà, comme cardio-fréquence-mètre, c'est plus rare, sur des montres. Sur des montres casual, je sais pas si la tienne en a un, mais. Laquelle ? Parce que j'en ai 3. Le mec celle-là, non, il n'y a pas de cardio. Ma montre du lundi ou ma montre du mercredi ? Non, mais c'est pas ça, mais il y a la Tag Heuer. La Tag Heuer ne fait pas cardiomètre. La Gear S2, par exemple, ne fait pas cardio-fréquence-mètre non plus. Le Vivo Active HR, forcément, elle fait le cardio. Et la Moto 360 non plus. Elle ne fait pas le cardio. Voilà. Donc, c'est vraiment plus adapté aux sportifs. D'ailleurs, elle a un design, elle est très légère, elle a un design assez sport. Elle fait très Microsoft Bend, d'accord. C'est un bracelet, c'est pas une montre, c'est vraiment un bracelet connecté. Elle est discrète et j'aime bien. Voilà, elle est discrète, elle tient bien au poignet. Bref, c'est un produit très très agréable. Je vais continuer rapidement sur ses spécifications. Elle embarque également 4 Go de mémoire qui vont servir à stocker votre musique, puisqu'elle pourra s'utiliser sans téléphone. Ça, c'est un vrai avantage. Et comme elle est compatible Wi-Fi et Bluetooth, si vous avez des écouteurs Bluetooth, elle pourra se connecter directement dessus et renverra la musique sur les écouteurs. Ça, c'est très pratique. Ça, c'est vraiment la seule chose qu'il faut signaler, c'est que quand elle fonctionne seule, alors elle a un GPS intégré, donc elle est tout à fait prévue pour. Par contre, la fonction GPS viendra tosser la batterie de manière assez importante. Et quand connecté à votre téléphone, vous aurez en gros 3 à 4 jours d'autonomie, sans problème.
Avec la batterie, vous dépasserez jamais la journée. C'est même quelques heures grand max. Avec la batterie, avec la fonction GPS activée. Côté écran, c'est du Super AMOLED et il faut reconnaître que ce soit au niveau de la couleur, de la luminosité, c'est très agréable. Au final, est-ce que c'est sympa comme produit ? Eh bien oui, moi j'aime beaucoup, notamment parce que grâce au cardiofréquencemètre et à tous les capteurs qu'elle intègre, elle peut vraiment monitorer en automatique quasiment toutes vos séances de sport. C'est-à-dire que quand je pars en vélo pour rentrer chez moi ou quand je reviens, alors ça prend un peu du temps parce que il met en gros 5 minutes pour savoir si vraiment vous faites du vélo ou si vous êtes simplement en train de faire un trajet en voiture. Enfin, il prend un peu de temps, mais comme il garde l'historique de ce qu'il a fait, au final, une fois que vous avez fait vos 10 minutes de vélo, il l'a compris et il vous indique 10 minutes, il vous rajoute 10 minutes de vélo sur vos statistiques qui sont envoyées donc ensuite sur votre téléphone. Même chose sur le running, vous avez la possibilité soit de la faire démarrer en automatique, auquel cas elle se contente d'être un objet de monitoring classique, ou alors vous pouvez programmer des entraînements, auquel cas elle vous fixera en fait un rythme en fonction de votre cardiofréquencemètre. Enfin de votre fréquence cardiaque mesurée, où elle vous indiquera que là tu voulais perdre des calories, mais en fait tu te reposes un peu trop, gars, donc faudrait accélérer la cadence. Ouais, c'est un mini coach. Voilà, c'est très très bien fait. Elle détecte également vos périodes de sommeil et donc toutes ces informations seront renvoyées vers votre téléphone. Et j'imagine qu'il y a une appli qui utilisera effectivement une appli Samsung. Alors c'est un peu le bordel parce que Samsung utilise d'une part un espèce de hub qui s'appelle Samsung Gear en application, qui gère en fait l'ensemble des fonctionnalités des appareils. Et derrière, il y a une deuxième appli qu'il faut installer qui, elle, gérera toute la partie monitoring et santé, on va dire. Donc tu as deux applis pour un truc, quoi. Voilà, donc entre les fonctions de l'un, les fonctions de l'autre, les rapports de connectivité, des fois c'est un petit peu le bordel de s'y retrouver. Chose à signaler également, elle ne fonctionne que sous Android. Donc iPhone, no way. C'est étanche. Elle est résistante à l'eau, comme dirait Pentaro. Okay. Et voilà, elle intègre aussi quelques outils sociaux pour se fixer des défis avec ses amis. Bon, c'est moi encore une fois, je trouve ça très agréable. Ça coûte combien ? Ça coûte 200 € tout de même. Ah oui, 200 €. J'ai plus en mémoire. 200 €. Bon, ça... après, elle a l'air d'être top. Hein. Non, elle est très bien. Elle a l'air d'être vraiment très bien. Le fait de pouvoir écouter sa musique en direct dessus avec des écouteurs Bluetooth, c'est assez sympa. D'ailleurs, j'ai reçu aussi les Samsung Gear Iconics, qui sont des écouteurs Bluetooth et dont je vous parlerai, je pense, d'ici 15 jours. Parce que là, j'ai fait tu pourras les essayer avec ça, du coup. J'ai commencé à les essayer, mais j'ai fait quelques runs. Mais là, pour l'instant, c'est pas satisfaisant. Je pense que j'ai besoin de régler la taille des bouchons et les options de connectique. Sur des intras. Ok. Oui. Mais oui, globalement, un bon produit, très agréable, peut-être un petit peu cher. Mais si vous cherchez un système de monitoring pour vos séances de sport, en tout cas, il fera très bien le taf. Bon, merci Krakou. Et le produit donne envie, ne serait-ce que l'objet. En fait, tu vois, les fonctionnalités sont bien. J'avais oublié, il est bien entendu livré avec une petite station de recharge USB ici. Et la recharge prendra en gros 3 à 4 heures. Ça va, pour tenir 4 jours, ça va. Si sans sport tu tiens 4 jours, c'est pas mal du tout. On enchaîne avec Pentaro qui lui a ramené, je sais pas quoi, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi, en fait, c'est la console next-gen. C'est la console next-gen. Voilà, ceci en fait est ce que devrait être la Scorpio ou la PS5, à savoir de quoi jouer en 4K à 60 FPS dans votre salon. C'est le MSI Vortex. Quel drôle d'objet. En fait, c'est très inspiré du Mac Pro. Vous vous rappelez le Mac Pro, qui était un ordinateur qui ressemblait un peu à un vase. Cylindre. Un cylindre, c'était un peu un vase. Et donc ils s'en sont plus que largement inspirés. Et les capacités, alors dans la vidéo ils montrent un SLI 980, mais là ce que j'ai un modèle, moi c'est une 1080, c'est pas un SLI 980 mais une 1080 dedans que j'ai. Donc les caractéristiques, c'est donc 64 Go de RAM en DDR4, donc tu vois ça te va, 64 Go dedans. On commence à être bien. Voilà. Un i7 6700K à 4 GHz, donc une 1080, 512 Go de SSD et 1 Tera. Donc ça te fait, voilà, tu as deux disques qui sont en NVMe, donc c'est pas du SATA mais du SATA mais du NVMe, donc vraiment un truc qui envoie du pâté. Et en fait l'utilisation, moi j'ai clairement adoré.
Pourquoi ? Là on voit un peu la conception, hein. Donc c'est vraiment disposé en triangle à l'intérieur. On dirait une petite poubelle de salle de bain. Voilà, si tu veux, c'est qui est très puissante. La poubelle de salle de bain la plus puissante est très chère. Non, en vrai c'est incroyable de compacité. Enfin, c'est le truc vraiment... est juste bluffant parce que normalement une tour comme ça avec une 1080. Voilà, ça fait la taille d'un mini frigo quoi. Et là c'est et donc de moins en moins. Mais ouais, là c'est encore plus. Tu vois, typiquement, tu te souviens le PC que t'avais monté chez Ken, c'est une sorte de petit Barbone ou je sais pas quoi. C'était déjà impressionnant. La GameCube là X, c'est encore plus. C'est un peu plus compact. Alors après donc j'ai essayé de l'ouvrir. Hein. J'ai fait un stream là-dessus où j'ai ouvert en direct. J'ai un peu transpiré, mais donc on peut remplacer facilement la RAM et le SSD qui est en M2. Par contre, impossible de changer la carte graphique parce qu'elle est coupée en deux. En fait, tout simplement. C'est un modèle spécifique. C'est vraiment spécifique. La carte mère aussi, elle tient sur en gros 15 cm². Enfin, c'est vraiment du bon boulot. Au niveau du bruit, parce qu'on peut avoir peur que ça fasse vraiment beaucoup de bruit. Alors, pour une utilisation bureautique, on l'entend pas. Voilà, ça c'est clair, c'est net. Ce qui est le cas de beaucoup de produits. Enfin, je parle de la partie graphique pour le coup, mais c'est des fonctionnalités qu'on retrouve sur les produits de ce type beaucoup maintenant. C'est-à-dire qu'en mode bureautique, comme le PC est généralement plus ou moins au repos, il y a beaucoup de systèmes maintenant qui permettent de couper la ventilation et d'utiliser la tour en mode passif, ce qui bonne chose. Très bonne. Génère très peu de bruit. Donc du coup, je l'ai utilisé donc en bureautique, il fait pas de bruit, et après en mode gaming. Donc là, moi je l'ai branché sur ma télé 4K. Normal. Parce qu'il y a une 1080 dedans, donc voilà, donc j'ai joué j'ai fait du Forza Horizon 3, j'ai fait du Gear, j'ai fait du Record, enfin j'ai fait pas mal de choses et ça assume quasiment le 60 fps en ultra sans aucun problème. Et en termes de bruit, alors oui, ça souffle toujours moins qu'une grosse tour, et de toute façon comme dans ton salon et que t'as le son par ta barre de son à 1200 €, de toute façon le PC tu l'entends absolument pas. Donc voilà, donc oui ça souffle mais t'entends pas le bruit, donc vraiment ce truc là, ce PC là, alors je vais parler du prix. Comme en fait. Attention, là on prend les paris sur le chat. Moi j'ai envie de dire, de toute façon, si ça fait. Attends, laisse-moi. Attends, 64 Go de RAM, 512, Core i7 6700. T'as 512 plus 1 Tera en SSD, t'as 2 Tera dedans, t'as un i7. Moi je dirais. Attends. Je pense que pour un PC normal, ce truc-là devrait valoir entre 2000 et 2500 balles. Pour une tour normale. Je suis un gros bill au hasard, voilà. Et du coup, comme là on a le format compact. Je rajouterais 700 balles. Ouais, je dirais entre 3000 et 3500 €. Ok, donc le modèle de base est à 3600 €. Ah, pas loin. Et c'est quoi de base? Pas loin. De base, en fait, c'est que t'as pas 64 Go de RAM, t'as pas forcément de SSD. C'est custo. C'est le modèle, on veut pas de celui-là, nous. C'est custo. On veut et sinon, donc, ce modèle-là avoisinerait dans les 4200 €. De toute façon, c'est la base. Hein. Quand tu joues en 4K, en général, la config est à 4K. C'est un peu cher quand même. C'est ça. Pour jouer en 4K, ça te coûte 4K. C'est ça. C'est un très bon slogan, putain. Ah oui, c'est un peu la truc. Donc moi, vraiment, je recommanderais. Alors, bien évidemment, tout le monde ne peut pas se permettre une config comme ça à 4000 €. Mais celui qui a les moyens et qui veut un PC dans son bureau et qui veut jouer à son PC dans son salon, parce qu'il a un appart de 200 m². Ken Bogard, il veut ça. Hein. Tu vois, qui veut pouvoir déplacer son PC très facilement. Bah voilà, c'est super compact. C'est-à-dire que moi je l'avais dans mon bureau, je débranche, je l'amène dans mon salon, je le branche sur la HDMI, une prise réseau et électricité. Et tu joues en 4K sans compromis sur ta télé, quoi. Mais est-ce que la compacité vaut 2000 € de plus? Je suis pas certain. Alors il y a deux choses. T'as des tours mini TX qui sont extrêmement compacts, qui arrivent à embarquer des cartes graphiques que tu peux par ailleurs changer. Est-ce qu'il y a 64 Go dedans? Est-ce qu'il y a 64 Tu peux mettre 64 Go, pourquoi pas? Tu peux mettre 2x16, 2x32. Mais après, voilà, c'est une question et de compacité et de design et de style. Mais effectivement, est-ce que ça vaut vraiment les 4K €? J'ai envie de dire, celui qui se pose la question, de toute façon, tu vois, n'a pas trop de problèmes. C'est ça, si tu te poses la question, c'est que c'est pas pour toi. Voilà. Parce que le mec qui s'achète ça. Exactement. Moi, je pense que ça, c'est clairement fait pour le mec qui a une grosse télé dans son salon, qui a sa petite femme, ses enfants, et qui des fois veut se faire plaisir à jouer à du Forza Horizon 3, tu vois, en 60 fps sur son écran 4K. Il prend ça dans son bureau, il le débranche, il dit bouge pas chérie, c'est pas une grosse source, c'est vrai que ça fait pas moche.
Tu vas dans le salon, c'est pas une grosse tour carrée toute moche. Tu poses ça sur ta table à côté de la télé. Voilà. Tu joues, tu fais ta session, tu la ramènes dans ton bureau et voilà quoi. Tu vois. Et madame est plutôt contente parce que madame ou monsieur, hein, soyons voilà. Qu'il est ouvert d'esprit. Ah oui, évidemment. Voilà, c'est beau. La modernité d'un homme. C'est pas super moche. Moi, je sais quand je l'ai mis dans le salon, Aka, si tu veux, elle m'a pas sauté dessus en disant ah, putain, c'est quoi cette tour de merde, tu vois, qui est moche, etc. C'était vachement discret, ça se voit pas et ça. Oui, c'est vrai que c'est une gameuse. Ah, oui, c'est vrai. Elle a une belle connectique là. Oui, en plus, elle a double Ethernet, Elle a du port HDMI. Enfin, elle a pu savoir que faire. Elle a du USB 3, donc vraiment, elle a tout ce qu'il faut. Ouais. Donc vraiment, j'ai été séduit. Bon, après le tarif, voilà. Mais ce que j'ai envie de, comme on disait, de toute façon, ce genre de matériel-là correspond à une clientèle qui de toute façon, ça, le verdict, un peu cher, mais vu que ça embarque, ça pas trop cher, un peu cher. Et du coup, j'ai parlé de Forza Horizon 3. Je rebondis pour t'offrir, comme je t'avais promis, vu que tu es dans le club, voilà, vu que Trunks, la remise en direct, voilà, fait partie du club Xbox One S maintenant. Et en fait, je vais te prêter quelque chose aussi. C'est voilà, je t'ai mis le jeu Xbox One. Et j'ai aussi Seul sur Mars en Blu-ray 4K Ultra HD. Voilà, à regarder sur ma télé OLED. Exactement. Et donc je te passe le disque dur externe. Je sais pas pourquoi. En fait, comme sur Xbox One, tu peux mettre tes jeux sur disque dur externe pour les passer à des potes. Du coup, j'ai copié Forza Horizon 3 dessus parce qu'il est là pour 40 Go. Donc je t'ai économisé. Ah oui, parce que moi j'ai téléchargé Gears of War ce week-end. Donc là, je t'ai fait économiser quasiment 24 heures. Voilà, donc là je t'ai fait gagner 18 heures de. Tu continues encore de le télécharger. Pour téléchargement. Voilà, donc ça 24 heures. Donc tu branches le disque dur là sur ta Xbox One S et tu peux copier Forza Horizon 3 directement dessus. Je t'ai fait gagner 18 heures de téléchargement. Ah, c'est magnifique. Merci beaucoup Pentarou. Voilà, des bons tests, du bon matos, à bon prix. Et cette émission touche déjà à sa fin. Je voudrais remercier l'équipe, bien sûr, remercier Yamatal et Paul qui étaient en régie. Rappelez aussi qu'on a un YouTube, tapez le JDH, le plus loin JDH sur YouTube, vous trouverez tous les replays de l'émission pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Il y a beaucoup de gens qui nous disent sur le YouTube de Gaming Live ou sur Twitter, ah où est l'émission, elle a disparu, il n'y a plus de replay. Je le dis à chaque fois, mais c'est long, c'est long à faire passer comme message. Par ailleurs, pour ceux qui ont perdu l'endroit où se trouvent les replays, c'est un peu compliqué. Du coup, si tu le dis pendant l'émission, on peut retrouver la chose. En plus, mais on le dit aussi sur Twitter. Sur Twitter, du coup, voilà, YouTube, le JDH, sur Twitter, le JDH aussi, le JD Hardware, si je dis pas de bêtises. Followez-nous, followez Chrono, c'est quoi un petit coup de Chronoteka. Chronoteka, Krakou, c'est Krakoukas avec des K. Pentarou, c'est PENTAR0O. PENTAR0O. Et puis Koyuk pour la régie et V_Lormo, je crois, pour Yamatal. Voilà, j'ai assez parlé. On vous fait un gros bisou et on vous dit à la semaine prochaine pour une autre émission avec des produits toujours abordables. Ciao à tous.